Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. 20e édition du Festival international du film de Marrakech. Son Altesse royale le prince Moulay Rachid, président de la fondation du FIFM, a présidé hier un dîner offert par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion de l'ouverture officielle de cette édition. Le cinéma marocain sous le feu de la rampe au FIFM. De longs métrages marocains concours pour le prestigieux prix. Coup de projecteur ce soir sur l'émeute de Kamal Zraq, un long métrage présenté ce dimanche en compétition officielle. Première édition du Tanger Run, une manifestation sportive qui allie course à pied et fitness. Plus de 3000 participants ont arpenté les principales allées de la ville du Détroit. Une belle façon de promouvoir le sport et une bonne santé. Bonsoir à tous et pour nous accompagner dans cette édition avec moi ce soir sur le plateau, professeur Mostafa Sahimi, professeur de droit et politologue. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Nous le disions en titre, le FIFM souffle sa 20e bougie, un événement planétaire qui consacre le parcours exceptionnel de ce festival, rehaussé par la présence d'imposantes figures du cinéma national et international. Hier soir, Son Altesse royale le prince Moulay Rachid, président de la fondation du Festival international du film de Marrakech, a présidé un dîner offert par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion de l'ouverture officielle de la 20e édition du FIFM. Palais des Congrès de Marrakech. À son arrivée, Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, président de la fondation du Festival international du film de Marrakech, a passé en revue un détachement des forces auxiliaires qui rendait les honneurs. Avant d'être salué par la ministre de l'économie et des finances, la ministre du tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, et le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, ainsi que par plusieurs autres personnalités. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a été ensuite salué par le vice-président délégué de la fondation du Festival international du film de Marrakech, la conseillère du président de la fondation du festival, ainsi que par le reste de ses membres. Dans la salle d'honneur du festival, les membres du jury de la compétition officielle du festival ont été présentés à Son Altesse royale. À leur tête, la présidente du jury, l'actrice et productrice américaine oscarisée, Jessica Chastain. Des jurés de haut vol qui auront la lourde et exaltante responsabilité de départager les 14 films en lice. Une pléiade de stars d'ici et d'ailleurs sont à l'affiche de cette édition anniversaire. En 20 ans d'existence, le FIFM aura vu passer du beau monde. Son rayonnement en fait l'un des événements incontournables les plus attendus des cinéastes et professionnels du monde cinématographique. Avec pour écrin les salles obscures, le FIFM a de quoi faire rêver cette année. Avant-première, hommages et rencontres sont au menu de cette 20e édition. Une consécration des monuments du 7e art, de Copenhague à Marrakech, un voyage cinéphile à la croisée des genres cinématographiques.
Cette année, 14 longs métrages concourent pour le prestigieux trophée l'Étoile d'Or. Le cinéma marocain est représenté par 2 longs métrages, La mère de tous les mensonges de la réalisatrice Asma Al-Moudir et L'émeute de son réalisateur Kamal Zraq. Ce long métrage a été présenté hier au public. Notre équipe a assisté à la projection. Reportage de Asma Tazim, Mohamed Hassan Mskour et Dominique Orlando. C'est avec Excursion, le tout premier long métrage de la bosniaque Una Gunja, qui a débuté principalement pour le jury. La compétition officielle de cette 20e édition du FIFM. 2 fois par jour à 11h et 15h, le jury a pour tâche de visionner un film et de découvrir tous ces nouveaux noms du cinéma mondial. À Marrakech, essentiellement des premiers ou deuxièmes longs métrages qui seront au nombre de 14 à concourir cette année pour l'Étoile d'Or de Marrakech. It's just exciting to be here celebrating because there really are the future of cinema. À Marrakech, nous avons affaire à de très jeunes réalisateurs qui sont déjà le futur du cinéma. À travers leur tout premier long métrage, ils vont nous faire part de ce que sera leur contribution au monde. Que vont-ils nous proposer? Probablement du neuf. C'est cela, toute la beauté de ce festival. Également à l'affiche en ce début de compétition officielle, le film marocain de Kamal Zraq, L'émeute, prix du jury à Cannes cette année dans la section Un certain regard. Le film très attendu a été projeté ce dimanche matin dans une salle archi-comble. Dès les premiers plans, impossible pour le spectateur de relâcher son attention. C'est vrai qu'il y avait dès le départ une recherche d'intensité. Moi j'avais vraiment envie qu'on vive le film de façon plus physique qu'intellectuelle. Du coup c'est dans le tournage, dans le montage, dans le choix des décors, le choix des acteurs, ils ont tous des visages très expressifs. C'était une ambition très présente depuis le point de départ de ce projet, d'avoir vraiment cette intensité-là et ce rapport très charnel à cette histoire, à ces corps, à ces décors aussi, la nuit dans les quartiers populaires de Casablanca et leurs alentours. Oh, Radouni Aouja. Aoujouni. Mardi, ce sera au tour d'Asma Al-Moudir de présenter toujours dans cette même compétition officielle The Mother of All Lies, qui est également pour elle un tout premier long métrage. 2 films marocains qui peuvent donc prétendre à l'obtention de cette fameuse étoile d'or de Marrakech. Place à présent à notre décryptage hebdomadaire de l'actualité avec Moustapha Sahimi, professeur de droit et politologue. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, le dialogue social. Le chef du gouvernement se réunira demain avec les représentants des centrales syndicales. Quels sont les dossiers sur la table? C'est un dialogue social qui est en panne. Il faut donc le réactiver. Pourquoi il est en panne? Il faut rappeler que c'est la réforme de l'éducation qui est en chantier, dans le cadre d'une vision 2022-2026 et plus globalement dans une vision allant jusqu'en 230, on le sait. Et il y a eu donc avec le nouveau gouvernement et en l'occurrence le ministre chargé de ce département, Chakib Ben Moussa, dès sa nomination, un processus de concertation élargi, important, qui s'est déroulé pendant plus d'1 an. Et puis ça a été finalisé par l'accord qui a été signé le 14 janvier 2023 de cette année entre le département de l'éducation et les syndicats. C'est un accord important qui porte sur quoi? Le gros dossier en instance, c'était celui d'un statut unifié du corps enseignant. C'est quoi? Il y a eu, dans 2016, vous le savez, donc les académies régionales qui ont recruté donc des dizaines de milliers de personnels enseignants parce qu'il fallait faire face à une situation de manque, de déficit. Et les contrats qui ont été proposés, c'était des contrats contractuels.
pas d'intégration dans le corps de la fonction publique, mais des contrats donc annuels renouvelés. C'est ça qui pose le problème. Les enseignants contractuels ont demandé ensuite donc que ça soit revu et corrigé, qu'il soit intégré. Ça a été fait dans l'accord du 14 janvier 2023. Ils sont intégrés, mais le problème qui se pose, c'est que il y a l'intégration dans le corps de la fonction publique, mais il faut pour ça des postes budgétaires. Et ça, c'est en débat, le gouvernement ne pouvant pas donc intégrer du jour au lendemain 140 000 enseignants intéressés par le système contractuel. Sinon, c'est une situation qui aurait été anormale, qui doit être réglée. Il y a aussi d'autres dossiers qui sont en instance. L'accord du 14 janvier 2023 comporte des points d'accord testés, finalisés, précisés, et en même temps des engagements. Sur les points d'accord, il n'y a pas de problème, c'est sur les engagements que les syndicats demandent donc des garanties supplémentaires, et c'est l'objet de cette grève. Cette grève, c'est la 5e semaine de grève du personnel enseignant, c'est la 6e, et ça pose un problème que les juristes appellent un problème d'ordre public social. Pourquoi? Parce que les élèves ont perdu 600 millions d'heures scolaires. Et oui, c'est important, c'est pratiquement 2 mois. Il y a 12 000 écoles qui sont impactées. Il y a 7 millions d'élèves aussi qui sont victimes de cette situation de grève. Donc ça ne peut pas perdurer. D'où le dossier qui a été transmis au chef du gouvernement, qui avait reçu les syndicats une première fois et qui maintenant les reçoit demain lundi pour arrêter cette situation. Donc il faut espérer qu'il soit mis fin à cette grève et qu'on trouve des pistes de normalisation et de reprise de dialogue. Il est bien évident que l'appel est lancé en direction des syndicats pour la reprise des cours, parce qu'on ne peut raisonnablement négocier et faire montre de bonne volonté, de bonnes dispositions, que si les cours reprennent, parce que ça devient un gros problème social et peut-être même un problème politique. Parlons à présent de la révision du Code de la famille. L'instance chargée de la révision de ce code a auditionné cette semaine des représentants de partis politiques afin de recueillir leurs visions et propositions. Lesquelles, professeur? C'est un problème qui est posé, vous le savez, celui de la réforme du Code de la famille qui avait été évoqué par le souverain dans le discours du trône de juillet 2022. Et le souverain, le 27 septembre dernier, voici 2 mois, avait envoyé une lettre au chef du gouvernement lui demandant donc de reprendre ce dossier et de s'atteler à la tâche en fixant un délai de 6 mois, une commission ad hoc donc dédiée à cela, qui comprend donc un certain nombre de personnalités, de responsables d'instances, le ministre de la Justice évidemment, le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et également le président du ministère public, plus ça c'est l'équipe de pilotage sous la supervision du chef du gouvernement, plus un certain nombre d'experts d'institutions de la société civile ailleurs, etc. Cette commission a commencé son travail de manière active d'ailleurs. Elle a reçu, vous le savez, la coordination des organisations féminines pendant plusieurs séances, donc c'est une écoute. Maintenant, c'est au tour des partis politiques. Il y a 4 partis qui ont été reçus vendredi, c'est-à-dire avant-hier, 2 de la majorité, en l'occurrence donc le parti de l'Istiqlal et un autre parti, c'est le parti Istiqlal et le RNI, 2 de l'opposition, l'USFP et le MP. Il y a un autre tour la semaine prochaine pour d'autres partis qui restent représentés au Parlement, en l'occurrence donc le PAM, le PJD, l'Union constitutionnelle et le PPS. Il est bien évident qu'entre tous ces partis, il y a plus que des nuances quant à la réforme du Code de la famille. Je vais citer l'exemple du parti des Istiqlal qui, sur ce plan-là, au sein de la majorité, a des positions différentes. C'est connu d'autres partis comme le PAM, l'USFP, etc., au sein de la majorité, et même du RNI. Donc il faudra prendre langue avec ces partis, faire le point sur les points de convergence. Et puis, il y a un autre travail qui va être fait après ces partis politiques, sûrement vers un certain nombre de secteurs, d'experts, de chercheurs, etc., de ligues, pour prendre le maximum d'informations. Ça va donner quoi? Ça va donner, au final de cette première phase, un matériau brut, c'est-à-dire l'ensemble des propositions, des revendications des uns et des autres. À ce moment-là commencera le travail de fond de cette commission, c'est-à-dire voir ce qui est consensuel, ce qui est fédérateur, ce qui permet au Maroc
d'être à jour par rapport aux instruments internationaux qu'il a ratifiés, en même temps de prendre en compte ce qu'on appelle les constantes nationales et, dernier point, de tenir compte de l'évolution de la société. Et tout ça, la copie doit être mise à la fin mars. Il s'agira simplement que d'un avant-projet. Parlant à présent de la révision du Code de la famille qui pose aussi le problème de la réforme du Code pénal. Nous avons justement fêté hier la journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes. L'ONU mène une campagne de 16 jours d'activisme contre ce phénomène. Une initiative placée cette année sous le thème « Tous unis, investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles ». Professeur Simi, qu'en est-il du Maroc ? Alors, pour ce qui est de la violence des femmes, c'est un problème social. C'est un problème social qui est posé. Il y a une enquête qui a été faite il y a un an, une enquête sérieuse qui atteste qu'à peu près 62% des femmes font l'objet de violences au cours de leur vie, de violences soit conjugales, soit pour 10 à 12% d'entre elles, de violences familiales. C'est un problème qui est posé. Alors évidemment, il y a une législation qui a été adoptée par le Maroc, c'est la loi numéro 103/13 qui est entrée en vigueur voici 5 ans, en septembre 2018. Mais il est bien évident que ça suffit pas. Il y a un observatoire aussi de la violence contre les femmes qui avait été créé en 2014, voici 9 ans aussi. Mais je le répète, la loi ne suffit pas parce qu'il faut créer les conditions telles qu'il n'y ait plus de violence contre les femmes et les filles. Et ça, c'est un problème culturel, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de sensibilisation, et ça prendra du temps, c'est-à-dire que la violence contre les femmes doit être bannie dans notre société, question de respect de la dignité, question de respect des droits humains. Il faut également relever, pour sensibiliser un peu les citoyens, le coût des violences, le coût économique. C'est une enquête du ACP qui a été faite, qui est intéressante. Elle évalue le coût économique des violences contre les femmes et les filles à 2,8 milliards de dirhams. C'est extrêmement important. 2,8 milliards de dirhams. Pourquoi ce coût? Il se décline suivant plusieurs chapitres. D'abord pour ce qui est de la santé, les frais de santé, donc suite aux violences. Il y a également les frais des procédures judiciaires. Il y a aussi le travail perdu, le temps de travail perdu. Donc tout ça doit être pris à bras-le-corps et il faut espérer qu'il y ait une politique vigoureuse et de fermeté de sanction des violences contre les femmes, et c'est l'un des objets importants. J'ajoute qu'il y a d'un côté la réforme du Code de la famille, on en a parlé, mais on ne peut pas limiter la réforme du Code de la famille à ce seul aspect, et donc la problématique de la promotion de la condition féminine si en même temps on n'enclenche pas la réforme du Code pénal, parce que le Code pénal permet de sanctionner les infractions, dont celles qui relèvent précisément des atteintes et des blessures faites aux femmes. Voilà une problématique, et voilà une question qui est à l'ordre du jour de ce gouvernement d'ailleurs. Professeur, intéressons-nous à présent à l'actualité internationale. Dans la bande de Gaza, au 3e jour de la trêve, un nouvel échange d'otages est prévu après 2 premières séries de libérations. Il ne reste plus qu'1 jour avant la fin de cette trêve. Comment se présente la situation ? Les téléspectateurs suivent, vous le devinez, tous les jours l'évolution de la situation à Gaza, qui les préoccupe parce que c'est le peuple palestinien, c'est la question palestinienne, et les Marocains sont très attachés à cela, vous le savez, j'y reviens pas. Maintenant, pour ce qui est de la présente conjoncture, comment elle se présente? Ça n'est pas une pause. Ce qui se passe à Gaza, c'est pas une pause. C'est une trêve. Ça n'est pas non plus un cessez-le-feu, c'est bien une trêve. C'est une trêve de 4 jours qui a été laborieusement définie suite à des concertations et interventions, notamment du Qatar, de l'Égypte, avec une pression américaine derrière, etc. Donc, alors, première difficulté, est-ce que cette trêve va être prorogée ou pas, reconduite?
c'est un élément aléatoire et personne ne peut répondre. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour, personne ne peut répondre sur ça, c'est-à-dire on va voir demain le 4e jour et on va voir à ce moment-là qu'est-ce qui sera décidé. La reconduction ou pas d'une autre grève, etc., avec les enjeux que ça pose. Ça, c'est le premier volet, donc trêve. Est-ce que cette trêve va conduire en étant répétée donc à cesser le feu? C'est une hypothèse de travail. L'autre hypothèse de travail qui est plus importante et plus compliquée, c'est comment enfin remettre la question palestinienne comme priorité de la communauté internationale. C'est-à-dire la formule des 2 États, le Quds Est comme capitale de l'État palestinien, et comment mettre fin à une situation où la moitié de Gaza est occupée par l'armée israélienne, où il y a l'exode que vous connaissez, et il y a un certain nombre de paramètres qui dépassent la question palestinienne, où il y a des ingérences étrangères, notamment évidemment de l'Iran, notamment ce qui se passe avec Hamas, et puis il y a aussi Hezbollah au Liban, qui sont des leviers, il faut bien le dire, des prolongements de l'influence et de l'opérationnalité iranienne, sans oublier le parrain américain, si je puis dire, qui est là, l'administration Biden, qui pour l'instant n'est pas pour le cessez-le-feu, mais qui demande à ce qu'il soit pris en compte davantage le problème humanitaire. Donc c'est une situation qui n'est pas maîtrisable, qui est évolutive, et on va voir comment ça va évoluer. Mustafa Shimi, professeur de droit et politologue, je vous remercie d'avoir été l'invité du journal. Merci à vous. À Tanger, lancement de la première édition du Tanger Run. Plus de 3000 participants ont arpenté ce week-end les grandes artères de la ville du Détroit. Au programme de la course à pied ou encore des compétitions de fitness. De quoi encourager les habitants de la ville à la pratique du sport. Saïd Najah, Saïd Anis et Zakaria Moukanbillah. Rassemblés au parc Perdicaris, ces participants ont répondu présents à l'appel de la première édition de Tanger Run. Et c'est parti pour cet événement sportif non compétitif, destiné à promouvoir l'activité physique, jogging au pas léger et activités de fitness à la corniche. C'est un vrai plaisir de participer à cette activité organisée donc par Tanger Run. Voilà, on vient de courir 10 km avec des élèves, des collègues professeurs. Et voilà, le sport c'est la santé. Super initiative, c'est la première, j'espère que ça ne sera pas la dernière. Tout était vraiment réuni, l'ambiance, le climat, l'organisation, la convivialité, la chaleur marocaine, franchement un grand bravo quoi. Dans une ambiance bon enfant, différentes activités sportives sont organisées. Course à pied, cyclisme ou body combat au profit de plus de 3000 participants. C'est aussi une opportunité de promouvoir la destination tangéroise. Nous invitons tout le monde, donc les gens de Tanger et des autres villes du Maroc, à venir les rejoindre, découvrir cette communauté de sportifs, faire du sport avec eux et redécouvrir ou découvrir des beaux coins de la ville de Tanger, tels que la Corniche, tels que Perdicaris où nous sommes actuellement, tels que la forêt Al-Ahrah, tels que la forêt diplomatique, le parc Marchand, etc. Cette édition de Tanger Run succède à celle de Rabat et Marrakech. D'autres villes sont programmées avec toujours le même credo, sensibiliser la population à l'importance de la pratique sportive pour favoriser un mode de vie sain. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.